Décibel, d'histoire, la série musique et histoire, histoire et musique, de Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, un professeur de gymnastique tyrannique, un musicien canadien légendaire, un gouverneur raciste en Alabama, un groupe américain de rock et un accident d'avion. Fatal. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Dans le grand récit du rock, certaines chansons se distinguent largement des autres par leur histoire plus riche, chaotique, profonde ou tragique. Paru au mois de juin 1974, Sweet Home Alabama du groupe américain Lynyrd Skynyrd concentre à elle seule tous ces éléments. D'abord, ce titre se trouve au centre d'une querelle entre le groupe américain Lynyrd Skynyrd et le chanteur canadien Neil Young. Ensuite, il suscite la polémique au niveau national sur le plan politique et traîne avec lui un parfum de scandale idéologique. De plus, comme le célèbre Born in the USA de Bruce Springsteen, Sweet Home Alabama entre dans la catégorie des chansons les plus mal comprises de l'histoire du rock américain. Même si le nom Lynyrd Skynyrd ne vous dit rien, vous connaissez très certainement la musique de ce groupe à travers le cinéma ou la télévision. Films, séries ou dessins animés, des dizaines de chansons de Lynyrd Skynyrd y sont régulièrement utilisées. De Forrest Gump à Six Feet Under, en passant par des dessins animés, Rio 2 ou Moi moche et méchant, la liste est longue. À elle seule, la chanson Sweet Home Alabama se retrouve dans plus d'une vingtaine de ces films, dessins animés ou séries à succès. Entre malentendus et controverses, voyons ce que cache réellement la chanson Sweet Home Alabama. Avant d'évoquer la chanson Sweet Home Alabama et les relations entre Lynyrd Skynyrd et Neil Young, la question qui s'impose est « Mais d'où vient ce curieux patronyme pour un groupe de rock, Lynyrd Skynyrd ?» Le groupe se forme à Jacksonville, en Floride, au milieu des années 1960. Il se rebaptise plusieurs fois avant que ses membres n'optent définitivement pour Lynyrd Skynyrd à partir de 1969. Ce curieux nom est inspiré aux jeunes musiciens par un professeur de gymnastique tyrannique du lycée Robert Lee, où ils ont tous suivi une partie de leurs études. Un certain Leonard Skinner, bien connu des élèves pour sa détestation du rock'n'roll, Monsieur Skinner punissait régulièrement le guitariste Gary Rossington, le batteur Bob Burns ou encore le chanteur Ronnie Van Zant parce qu'ils portaient les cheveux longs. En représailles et avec beaucoup d'esprit et d'humour, les musiciens décident d'utiliser son nom en changeant l'orthographe. C'est ainsi que Leonard Skinner, nom du professeur de gymnastique, devient Lynyrd Skynyrd, nom du groupe de rock. En y rajoutant un fort accent sudiste, la prononciation reste sensiblement la même. Le mystère du nom de Lynyrd Skynyrd résolu, voici l'histoire de la chanson Sweet Home Alabama. Le musicien canadien Neil Young est réputé libéral. Il n'hésite pas à exprimer ses idées en musique. En 1970, sa chanson Southern Man, que l'on retrouve sur l'album After the Gold Rush, est une charge contre le racisme très présente dans le sud des États-Unis, avec en trame de fond la relation à l'esclavage et la présence du Ku Klux Klan dans cette région du sud. 2 ans plus tard, en 1972, dans son album Harvest, Neil Young récidive avec la chanson Alabama. Une fois de plus, il y dénonce le racisme omniprésent dans ces États du sud. Compte tenu de la popularité du chanteur, ces chansons provoquent la colère de nombreux habitants de ces États, parmi lesquels les membres de Lynyrd Skynyrd. Bien que Ronnie Van Zant aime la musique de Neil Young, il n'est pas rare de le voir porter un t-shirt à l'effigie du chanteur canadien. Il décide de répliquer en écrivant la chanson Sweet Home Alabama, ode à l'Alabama et plus largement aux États du Sud attaqués par Neil Young. Réponse du berger à la bergère. Et pour qu'il n'y ait aucun doute possible, Neil Young y est nommément cité à 2 reprises dès le premier couplet. Sweet Home Alabama connaît un très large succès dès sa sortie en 1974. Loin de déplaire à Neil Young, la chanson l'amène à se remettre en question. Dans son autobiographie, Wagin' Heavy Peace, parue en 2012, il revient sur sa propre chanson Alabama et écrit « Je n'aime pas mes mots quand je l'écoute.
Ils sont accusateurs et condescendants, pas entièrement réfléchis et trop faciles à mal interpréter. Dans un même temps, il salue et remercie Lynyrd Skynyrd et la chanson Sweet Home Alabama et se dit flatté d'y être cité. Neil Young l'interprète d'ailleurs à plusieurs reprises par la suite. Il n'y a donc pas de réelle querelle entre Lynyrd Skynyrd et Neil Young, tout au plus une saine confrontation de points de vue. On peut même dire que cette affaire renforce leur relation et contribue à forger leur amitié. Mais le malentendu au sujet de cette chanson ne s'arrête pas là. La controverse suscitée par Sweet Home Alabama prend aussi une dimension nationale plus politique. Dans cette chanson, le groupe Lynyrd Skynyrd fait aussi référence à l'homme politique très controversé George Wallace, le gouverneur ultra-conservateur de l'État d'Alabama. Un réactionnaire notoire qui ne cache pas sa proximité avec le Ku Klux Klan. Le groupe évoque aussi la ville de Birmingham, lieu symbolique qui porte les stigmates de la lutte pour les droits civiques. C'est ce passage de la chanson qui est particulièrement mal compris et mal interprété. Beaucoup, comme George Wallace lui-même, ainsi que ses partisans, y voient une marque de soutien. En clair, le groupe est associé à l'idéologie raciste prônée par le gouverneur de l'Alabama. C'est d'ailleurs aussi le cas pour nombre des opposants à George Wallace, qui ne comprennent pas mieux ce couplet. En réalité, dans ce passage, les membres de Lynyrd Skynyrd font preuve de lucidité. Cette chanson est une ode à leur région, mais ils ne sont pas dupes. Le racisme est bien là, et quoi de mieux que George Wallace et le symbole de la ville de Birmingham pour le restituer en quelques mots seulement. Ce que personne ou presque ne remarque, c'est que cette phrase « In Birmingham, they love the governor » à Birmingham, ils aiment le gouverneur, est à la troisième personne, contrairement au reste de la chanson. Le groupe s'exclut donc clairement du lot. De plus, il rajoute « Nous avons fait ce que nous pouvions », qui marque une forme de contestation et de résistance. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la phrase mentionnant le gouverneur est immédiatement suivie de « bouh, bouh, bouh », des huées qui marquent clairement la désapprobation des musiciens vis-à-vis de George Wallace. Voilà pourquoi et comment la chanson « Sweet Home Alabama » de Lynyrd Skynyrd est lors de sa sortie en 1974 très largement mal comprise aux États-Unis. Le dossier Sweet Home Alabama est maintenant classé, mais la biographie de Lynyrd Skynyrd ne s'arrête pas là. Les circonstances de la disparition du groupe en 1977 méritent elles aussi que l'on s'y attarde. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque. intéressé partout. Plus ou moins. Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça ? En 1977, Lynyrd Skynyrd produit son 5e album studio, Street Survivors. La sortie de ce nouveau disque s'accompagne d'une tournée monumentale à guichet fermé dans tout le pays. Le point d'orgue de cet événement est un concert prévu au mythique Madison Square Garden de New York. Le disque, Street Survivors, est certifié disque d'or en à peine 3 jours. Le groupe déjà très populaire est sur le point de conquérir définitivement le cœur de tous les Américains. Le jeudi 20 octobre 1977, dans l'après-midi, à 17h02 précise, à l'aéroport de Greenville, en Caroline du Sud, Lynyrd Skynyrd embarque dans un Convair 240. Cet avion de location, vieux de 30 ans, a déjà montré des signaux alarmants lors du précédent vol. 2 jours plus tôt, de longues flammes oranges s'échappaient du moteur droit, laissant les musiciens terrifiés à l'intérieur de l'engin. Quelques mois plus tôt, le groupe Aerosmith avait quant à lui refusé de monter dans ce même avion. Le groupe décide donc de s'en débarrasser dès l'étape suivante, prévue à Baton Rouge, en Louisiane. C'est ensuite dans un Learjet flambant neuf que les musiciens poursuivront cette tournée triomphale. Malheureusement, 3 heures après le décollage, le Convair 240 s'écrase dans les marais de Gillsburg, au Mississippi. Parmi les 25 personnes à bord, 6 meurent dans ce crash. Le chanteur, Ronnie Van Zant, le guitariste, Steve Gaines, et sa sœur, la choriste Cassie Gaines. L'assistant manager, Dean Kilpatrick, le pilote de l'avion, Walter McCreary, et le copilote, William Gray Jr. Les 19 survivants souffrent tous de blessures très graves pour la majorité d'entre eux. C'est le manager du groupe, Peter Rudge, qui choisit de louer cet avion pour 15 000 $. Une très bonne affaire. Mais lui préfère voler en première classe sur un vol commercial. Une situation peu appréciée par les musiciens et qui laisse par la suite beaucoup d'amertume parmi les survivants du crash. Grâce aux témoignages de ces survivants et des premiers témoins sur place, on sait ce qu'il s'est passé à bord de l'avion juste avant sa chute. Bien que le plein de carburant ait été effectué à Greenville, l'avion est en panne sèche au bout de 3 heures de vol.
Sans doute, les vieux moteurs brûlent-ils plus de carburant que prévu, ce qui expliquerait aussi les flammes oranges aperçues quelques jours plus tôt. À 18h42, le pilote de l'avion envoie un message de détresse. Le moteur droit s'est arrêté. L'avion doit se poser en urgence. L'aéroport le plus proche se trouve à une trentaine de kilomètres. Quelques minutes plus tard, le moteur gauche s'arrête à son tour. L'avion débute alors sa chute libre. Ce moment suspendu dure environ 10 minutes. Après quoi l'avion commence à percuter la cime des arbres d'une forêt à la frontière du Mississippi et de la Louisiane. À 18h53, l'appareil termine sa course totalement disloqué dans la mangrove de Gillsburg dans le Mississippi. Le batteur du groupe Artemus Pyle s'en tire bien avec seulement quelques côtes cassées. Avec Ken Peden, ingénieur du son, et le roadie Mark Frank, il va chercher de l'aide dans les environs. Les fermiers Johnny Mott et Dwayne Isley sont parmi les premiers sur les lieux de l'accident. Arrivent ensuite les autorités, police et personnel médical, ainsi que 3 hélicoptères pour éclairer la zone et 2 bulldozers pour déblayer le terrain. Les radios relaient la nouvelle et des milliers de personnes affluent vers la zone de l'accident. Dans l'obscurité et le désordre ambiant, beaucoup emportent un souvenir avec eux. De nombreux objets disparaissent, ce qui perturbe les investigations et l'identification des victimes. La plupart des survivants sont transportés au Southwest Regional Medical Center de Macomb. Le guitariste Gary Rosington a les 2 bras cassés, une jambe brisée, l'estomac et le foie perforés. Allen Collins, guitariste lui aussi, souffre de 2 vertèbres cassées et d'une terrible entaille au bras droit. Il évite l'amputation de justesse. Le pianiste Billy Powell souffre de graves lacérations au visage, d'un genou cassé et sa cage thoracique est brisée. Gene Odom, responsable de la sécurité pour le groupe, est éjecté de l'avion. Il souffre de graves brûlures. Le bassiste, Leon Wilkeson, est le plus atteint, avec de nombreuses lésions internes, un bras et une jambe cassés. Suite à ce drame, MCA Records, la maison de disques du groupe, modifie le visuel de l'album Street Survivor, où Steve Gaines et Ronnie Van Zant, les 2 musiciens décédés, apparaissent cernés de flammes. La nouvelle photo, plus sobre, montre simplement le groupe sur un fond noir. Quelques mois plus tard, le 12 novembre 1977, lors d'un concert à Miami, Neil Young interprète un medley de sa chanson Alabama avec Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. L'extrait de cet hommage est disponible sur Internet. Lynyrd Skynyrd se sépare suite à cet accident d'avion fatal. Le groupe se reforme 10 ans plus tard, en 1987, avec Johnny Van Zant à la place de son grand frère au poste de chanteur. Même si tous les membres originaux du groupe sont aujourd'hui décédés, Lynyrd Skynyrd poursuit sa route. Des concerts sont d'ores et déjà programmés en 2023 et 2024 et 2025. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibel, D'histoire. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.